On parle de pollinisation et de ménage du printemps. Ben oui, justement, on y croyait plus, hein, que la neige allait fondre un jour. Puis souvent, avec la fonte des neiges, ben vient ce ménage du printemps. À l'intérieur, oui, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, là. C'est plutôt le ménage du printemps dans la cour, le jardin, les plates-bandes, tout ça. Souvent, les gens, dès que la neige est fondue, là, ils ont le réflexe de sortir le râteau tout de suite puis de nettoyer, là, pour que ça ait l'air propre. Mais moi, je vous invite à réfléchir peut-être 2 fois avant de Ah sortir, oui? votre râteau. Ben oui, parce que justement, qu'est-ce qu'on veut ramasser avec notre râteau? C'est l'espèce de déchets, là, des débris à l'automne, les feuilles mortes, les tiges creuses, la terre est encore froide, là, tu sais, la neige, la neige commence à fondre tranquillement. Il en reste plus beaucoup, mais ça reste quand même que la terre, elle est encore froide. Ben, tous ces déchets-là, en fait, c'est des habitats cruciaux pour les pollinisateurs. On retrouve dans les feuilles mortes, dans les tiges, tout ça, dans la terre les abeilles, les bourdons, les papillons, les cirfes. Fait qu'une grande partie d'entre eux passent l'hiver dans nos jardins, cachés dans les feuilles, dans les tiges. Fait que quand on nettoie trop tôt avec le râteau ou trop agressivement, ben on détruit littéralement leur refuge hivernal. Hmm. Et là, alors, si on ne veut pas voir ces détritus-là, là, quand est-ce qu'on les enlève? À l'automne ou un peu plus tard? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, c'est une bonne question. La règle d'or, c'est assez simple, c'est d'attendre. Idéalement, là, on attend que la température soit stable au-delà de 10 degrés plusieurs jours. 10 degrés Celsius, là, évidemment, avant de commencer à nettoyer. C'est à ce moment-là que les insectes commencent réellement à sortir de leur dormance. Si on nettoie trop tôt, justement, ils sont encore en train de se réchauffer et ils ne peuvent pas fuir. Ensuite, pour les gens qui sont plus pressés là, puis qui voudraient absolument commencer à ramasser, racler leurs feuilles mortes, on peut y aller de façon douce, pas trop agressive. Puis en fait, entasser les feuilles mortes dans un coin discret du jardin qui nous dérange moins. Puis pas les déchiqueter ou les envoyer aux ordures, mais en les mettant dans un coin, si jamais il y a encore des chrysalides ou il y a des larves qui se trouvent, ben ils ont plus de chances de survie. Et là, Pour les... Oui, vas-y. justement, ces chrysalides-là et ces insectes-là, Oui. pourquoi justement il faut les préserver? C'est là qu'on veut savoir, dans la chronique environnementale, à quoi ils servent. À quoi ça sert? C'est vrai qu'on en parle souvent des pollinisateurs. On en parle beaucoup au mois de mai là, avec le mouvement Mai sans tondeuse qui vient de No Mow May en anglais. Mais en fait, il faut savoir que les pollinisateurs, c'est vraiment fondamental à notre survie même. On entend beaucoup parler des abeilles, mais il y a plein d'espèces qui jouent un rôle crucial. On estime que 75 des plantes à fleurs que le monde consomme dépend des pollinisateurs. Donc, ça inclut tout ce qu'on mange, là, nos fruits, nos légumes, pas ici, mais plus ailleurs dans le sud, les noix. Donc, sans les pollinisateurs, nos écosystèmes puis notre agriculture, en fait, seraient profondément fragilisés. Puis, ce qu'on oublie, c'est que justement, comme je l'ai dit, c'est pas seulement les abeilles domestiques qui jouent un rôle de pollinisation. Mhm. Il existe plein d'espèces d'abeilles sauvages. Il y a les papillons qui jouent un rôle, il y a les mouches, il y a les coléoptères. Ils jouent tous un rôle fondamental, mais ils sont malheureusement tous en déclin présentement. Ah oui? Oui, ben, avec l'empreinte, je dirais, des activités humaines, ben, ces espèces-là, on observe une perte d'habitat. On voit aussi beaucoup d'usage de pesticides. Il y en a sur leur pelouse à la maison qui utilisent des pesticides, sinon aussi dans l'agriculture. Il y a des maladies, évidemment, qui sont des causes naturelles. Puis il y a aussi les changements climatiques, évidemment, qui les affectent. Il y a aussi un facteur qu'on sous-estime, c'est justement ce que je vous disais en prémisse, c'est la disparition de leurs habitats de nidification. Fait que nos jardins sont des habitats de nidification, les cours d'eau, des fossés. Donc, si on gère ces espaces-là mieux, puis justement, on laisse des aménagements un peu plus naturels pour favoriser leur présence, bien, ça peut devenir des véritables refuges là, pour ces espèces pollinisatrices. OK. Donc, si on laisse, on peut racler doucement, aménager un petit tas dans un coin, donc ça va peut-être favoriser ça, la naissance, l'éclosion de ces insectes Oui. pollinisateurs-là. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Oui, tout à fait. Donc, on essaie là, de retarder le plus possible le raclage, mais si pour une raison X, vous devez le faire rapidement, il va doucement, on les met dans un coin. Sinon, pour les tiges des vivaces aussi,
laisser quand même une bonne hauteur, là, je dirais à peu près un pied, là, 20 à 30 centimètres. Parce que dans les tiges, dans ces tiges creuses-là, il y a aussi des abeilles sauvages qui peuvent nicher à l'intérieur. Donc, on veut pas les brusquer dans leur sortie d'hibernation. Ben oui. Puis, il y a aussi des abeilles qui nichent dans le sol. Pas très creux, mais quand même, fait qu'on évite là, justement de retourner la terre trop tôt au printemps quand la terre est encore froide. Sinon, il y a d'autres choses qu'on peut faire. J'ai parlé du mois de mai sans tondeuse. Bien, justement, les pissenlits, c'est vraiment. Moi, je trouve ça magnifique, mais il y a des perceptions différentes. Mais si vous avez du pissenlit sur les terrains, de votre terrain de grâce, laissez cette couleur parce que c'est vraiment des fleurs qui sont importantes pour les pollinisateurs. On peut aussi planter des fleurs qui fleurissent plus tôt, justement, au printemps. Puis, tu sais, essayer de planter dans notre plate-bande là, des fleurs qui fleurissent pas tous au même moment dans l'année. Ça peut donner un coup de main. Laisser des petites zones un petit peu plus sauvages, là, justement, en milieu urbain, c'est plus difficile, mais si vous êtes en périphérie, en milieu rural, laisser des zones un peu plus naturelles, justement, avec des herbacées qui poussent. Donc, ce que je dis, c'est d'en faire un peu moins, c'est mieux. Donc, Mm. Mhm. c'est intéressant Ben à être vraiment. moins interventionniste. Tu sais, la nature, elle a ses propres rythmes. Quand on lui laisse un peu plus d'espace, la nature est capable d'exister sans nous, est capable de se débrouiller. Donc, de laisser cet espace-là, de ne pas perturber les pollinisateurs, ben ça va nous le rendre au centuple parce que si vous plantez justement des tomates, des concombres ou quoi que ce soit, puis que vous avez des pollinisateurs à proximité, ben votre jardin il va être beaucoup plus luxuriant. Et puis en plus, il y a toutes sortes de livres là, sur les forêts nourricières. Ceux-là qui veulent aller Absolument. plus loin là, peuvent certainement. On a déjà eu une chronique sur Radio Boréal avec Isabelle Dion. Vous pouvez aller voir ça. Hey, merci beaucoup, Bianca. C'était vraiment, vraiment intéressant encore une fois. Chronique environnementale. On se retrouve dans le mois prochain pour la même Oui, chose. merci. Merci. Bye Bonne bye. journée.